Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance lilloise du séminaire de la grande édition Marx Engels. Je crois que c'est la première séance qui a lieu ici à Lille. On est, je suis très ravi d'avoir pu aider à l'organisation de cette demi-journée. Bon, il y aura un travail après cet après-midi, mais qui ne sera pas public. La, la demi-journée, excusez-moi, va commencer avant que je présente. Je vais rappeler le déroulé de la demi-journée avant de présenter les deux premiers intervenants. Donc, il y aura une première intervention qui portera sur la GEM en général et le projet des textes politiques du vieil Engels, du dernier Engels, si on veut. Puis deux présentations de membres euh, d'éditeurs de ce volume, de traducteurs. Jean d'abord, Jean Quétier d'abord et Martin Georges ensuite. Voilà, donc on, on peut peut-être commencer par remercier aussi les institutions qui ont permis de nous réunir aujourd'hui relativement nombreux et nombreuses à Lille. Je suis très content de voir du monde dans la salle et en ligne aussi. Alors d'abord, évidemment, le laboratoire Cécile, évidemment aussi l'Université de Strasbourg à travers Jean qui co-organise avec moi cette journée, et puis la Fondation Gabriel Péry qui soutient activement le projet de la GEM depuis longtemps, et évidemment les éditions sociales. Ça fait ma transition, puisque nos deux premiers intervenants sont des éditions sociales. Alors, je ne sais pas qui va commencer à parler, si c'est Marina ou si c'est Richard. D'accord. Donc, Marina Simonin et Richard Lagage, qui sont éditeurs aux éditions sociales et qui vont nous présenter le projet de la GEM et, si on peut dire, l'histoire, si j'ai bien compris, et l'avenir. Hein, c'est ça de ce projet de grande ampleur dont Richard est la cheville ouvrière depuis de longues années. Mais c'est fini maintenant. Mais c'est fini maintenant, va-t-il, se plaît-il à nous dire. Voilà, bonne écoute et merci à vous d'être présent. Super, bon, merci Clément. Et puis merci à tout le monde d'être ici. Donc c'est moi qui vais commencer, qui vais parler un peu de l'histoire de la GEM et Richard il fera l'avenir, comme ça on inverse un peu, les attendus. Donc quelques mots sur le projet de la GEM que vous connaissez peut-être pas tous et toutes. Donc GEM pour Grande Édition Marx Engels, qui est un projet éditorial donc porté par les éditions sociales et par une association du même nom, la GEM, dont l'objectif est de parvenir à une édition complète et scientifique des textes de Marx et d'Engels qui puissent servir de référence en langue française. Avant de présenter rapidement les principes avec lesquels on travaille, à la GEM, quelques mots pour essayer de situer ce projet dans l'histoire des traductions de Marx en France, ce qui permettra, j'espère, de aussi bien saisir l'importance de la GEM, mais aussi la démesure un peu du projet dans lequel on est plusieurs à être lancés. Quelques mots pour dire que la traduction des textes de Marx et d'Engels en français, c'est une histoire qui est compliquée. À ce jour, il n'existe toujours pas d'édition complète des textes, une édition complète et satisfaisante des textes de Marx et d'Engels en français. Une entreprise et une histoire qui est compliquée d'abord du fait même de leurs œuvres, puisque c'est une œuvre qui est extrêmement vaste, depuis en gros un peu avant les années 1840 jusqu'à la mort de Marx et ensuite celle de Engels en 95, 1895. Ils écrivent énormément. C'est une œuvre dans laquelle il y a les œuvres qu'ils ont publiées de leur vivant, mais il y a aussi tous les manuscrits qui sont inachevés, qui ne sont pas publiés, des lettres, des brouillons. Enfin, c'est extrêmement hétérogène comme corpus, ce qui rend évidemment compliqué la traduction et puis l'édition de ces textes, mais c'est aussi une histoire qui est compliquée du fait des spécificités même
de l'introduction du marxisme et de leur œuvre en France, histoire qui a été beaucoup, et introduction de leur texte qui a été beaucoup surdéterminée par des enjeux politiques et qui est liée à la configuration du marxisme militant en France, qui grosso modo, vient compliquer ça d'autant plus. Si on prend les grandes étapes un peu de l'histoire de la traduction en français de leurs œuvres, je donne quelques jalons. Jusque dans les années 50, c'est la maison d'édition Coste, qui est liée à la SFIO, qui sert de principal instrument de travail de la plupart des textes marxistes. C'est une traduction qui repose sur les épaules de un seul homme, Jules Molitor, qui, entre les années 20 et les années 50, traduit et compose, il me semble, une soixantaine de volumes, ce qui représente un travail colossal, mais Molitor, il travaille de façon un peu pressée pour donner accès à ces textes, donner accès à ces textes aux militants notamment, et il travaille de façon donc un peu rapide en se préoccupant peu de la fidélité au texte original. À partir des années 50 et surtout dans les années 60, les éditions sociales, donc l'ancêtre des nouvelles éditions sociales qui, à cette époque-là, est une maison liée au PCF, au Parti communiste français, avancent dans l'édition et dans la traduction de certains textes importants de Marx. Ça va jouer un rôle très important, aussi bien pour les livres du Capital, avec des traductions qui sont confiées à des gens comme Badia, Émile Bottigelli, qui sont des traductions qui sont beaucoup plus fiables, qui servent à ce moment-là de référence aussi bien dans les milieux communistes, mais aussi dans les milieux universitaires. Et qui sont encore certaines utiles et utilisées aujourd'hui, puisqu'aux éditions sociales, dans une autre collection que la GEM, on a encore certaines de ces traductions dans la collection des essentiels. Mais les appareils de notes et les introductions sont encore parfois marqués par la tradition marxiste-léniniste, qui, dans les années 60, fait l'objet d'une contestation croissante euh, et qui va s'incarner, contestation croissante, qui va s'incarner y compris sur le terrain éditorial, puisqu'il va y avoir plusieurs entreprises qui cherchent à, en quelque sorte, arracher ou à sortir Marx de cette tradition liée au PCF. Et on a deux figures qui vont incarner ce moment de renouveau éditorial. Dont l'état d'esprit pourrait se résumer par une formule qu'on utilisait dans une des introductions de la GEM, de la marxologie contre le marxisme. Les deux grandes figures, c'est la première, donc c'est Maximilien Rubel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est lui qui a dirigé pendant plusieurs décennies l'édition des œuvres de Marx à la Pléiade chez Gallimard. Son travail d'éditeur qui reste aujourd'hui encore largement cité du fait de ce label qui est le label de la Pléiade et qui donc fait figure d'autorité peut encore faire figure d'autorité aujourd'hui. C'est un travail qui est pourtant entièrement guidé par des préoccupations politico-théoriques puisque son projet, qui est un projet explicitement affiché par lui, c'est d'arracher Marx au marxisme et notamment au travail et à la collaboration de Marx avec Engels, ce qui va, enfin, un parti pris qui guide son travail d'édition des textes de Marx et qui va avoir des conséquences concrètes dans la façon dont il compose les volumes, dans les coupes qu'il peut faire parfois, dans les choix qui sont faits. Ça se voit notamment dans l'édition des livres 2 et 3 du Capital, puisqu'ils sont recomposés sur la base des manuscrits que Engels trouve. Donc forcément, si on veut faire une édition en gommant Engels, ça a forcément des conséquences. Et donc, plus généralement, ces partis pris et ces considérations théoriques et politiques, elles rentrent en conflit avec la rigueur philologique que Rubel revendique pourtant. La seconde grande figure de ce moment marxologique de ces années-là, c'est Roger d'Angeville, qui est un autre marxiste dissident qui se donne pour tâche de publier des textes de Marx qui jusqu'alors étaient inédits et qui va notamment diriger plusieurs anthologies publiées chez Maspero, si je ne dis pas de bêtises, et 18. Donc, c'est un travail qui à la fois enrichit les textes qui vont être disponibles grâce à lui en français. Je crois que c'est lui qui fait la première traduction des Grundrisse, les manuscrits de 1857-58, qui sont un moment important de la trajectoire de Marx. Mais là aussi, les traductions manquent souvent de rigueur. Les appareils de notes sont directement politiques, ce qui rend ces traductions difficilement utilisables aujourd'hui et puis même à cette époque.
Donc, tout en étant des étapes importantes de l'édition et de la découverte de l'œuvre de Marx en français, les volumes dirigés par Rubel et par d'Angeville ne permettent pas d'offrir dans ces années une édition de référence satisfaisante pour celles et ceux qui veulent lire et travailler sur Marx et sur Engels. Et c'est à partir de ce constat-là qu'un groupe de éditeurs, auteurs et traducteurs autour de Lucien Sèvres, philosophe communiste qui, à ce moment-là, dirige les éditions sociales, et Richard Lagache, qui est à ma gauche et qui pourrait raconter cette histoire mieux que moi, mais qui, donc, dans les années 70, lance ce projet un peu fou de travailler à une édition complète en français des œuvres de Marx et d'Engels, une édition qui soit rigoureuse, scientifique, et projet qui se lance au même moment où la deuxième méga se lance aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans ces mêmes années. Je parle sous ton autorité, Richard. Donc, c'est un groupe qui va se mettre en lien avec un groupe de germanistes comme Jean-Pierre Lefebvre, qui va fournir des traductions importantes, notamment une traduction là aussi des Grundrisse, la première traduction moderne du livre 1 du Capital, basée non pas sur l'édition française de 1872, je pense, mais sur la dernière édition en langue allemande de 1890. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, et donc ces livres sortent, mais malheureusement, il y a un tournant un peu politique au PCF. Lucien Sèvres, Richard Lagache, etc. sont priés de partir, et donc ce projet-là cesse dans ces années. Et donc, il faut attendre finalement les années 2000 pour que ce projet un peu fou de se relancer dans des traductions nouvelles et d'une édition complète des œuvres de Marx et d'Engels en français reprenne vie, avec le lancement de l'association GEM en 2003 et avec le premier volume publié aux éditions sociales dans une collection du même nom, premier volume qui était la critique du programme de Gotha en 2008, pour que ce projet reprenne vie, cette fois-ci de façon indépendante des organisations politiques, comme c'est le cas des éditions sociales aujourd'hui. Donc bref, retour historique pour essayer de vous faire comprendre l'importance du projet de la GEM pour toutes celles et ceux qui veulent travailler sur les œuvres de Marx et d'Engels, qu'on soit universitaire, chercheur ou militant. Aussi pour vous convaincre, si vous êtes prof ou lecteur, d'acheter nos traductions et de les conseiller autour de vous, puisque c'est un travail important. Et quelques mots pour terminer sur les principes et la façon dont on travaille aujourd'hui. Euh, Bon, premièrement, la patience, puisque l'œuvre de Marx et d'Engels, comme je disais, elle est à la fois énorme et hétérogène, et qu'on travaille dans une perspective de long terme. En 20 ans à peu près, depuis le relancement de la GEM, on a publié 11 ouvrages dans la collection GEM. On travaille en ce moment sur plus de 4 projets à la fois. C'est des équipes de traducteurs et de traductrices qui font un travail ultra rigoureux, mais sur le long terme. On a parfois des équipes qui travaillent pendant 3, 4, voire plus des fois d'années sur certains des volumes. On a un programme éditorial qui est fixé jusqu'à même après 2030, et on touche du bois pour être encore en vie quand on aura terminé ce projet un peu délirant. Deuxième principe, les liens avec la méga, puisque toutes les traductions de la GEM sont basées sur l'édition de la méga, qui est l'édition internationale de référence en langue originale des œuvres de Marx et d'Engels. Je ne me risquerai pas à dire qu'est-ce que veut dire méga, mais je ne sais pas si quelqu'un qui parle allemand autour de moi veut marquer. Ok, voilà, qui sont effectivement ces volumes-là. La méga, qui elle aussi a une longue histoire, je ne reviens pas dessus, depuis la première tentative de méga dans les années 20 lancée par Yazianov jusqu'à la deuxième méga dans les années 70. Troisième principe, le travail collectif, puisque nos traducteurs travaillent toujours à plusieurs sur les volumes. C'est ce qui permet de faire appel à plusieurs spécialistes, à plusieurs disciplines, et de discuter collectivement des choix de traduction et d'édition. La dimension collective du projet de la GEM, elle est aussi garantie par les séminaires de traduction qu'on organise, comme on va faire cet après-midi, dans lesquels les équipes de traducteurs font état de l'avancée sur les projets et discutent et rendent compte des choix qu'ils sont en train de faire et des difficultés sur lesquelles ils peuvent buter, etc. On travaille effectivement aussi en lien avec le séminaire Marx
de l'ENS, où on a recruté la plupart de nos traducteurs et des traductrices et avec qui on continue de travailler. Et quatrième principe, des éditions qui fournissent non seulement des traductions rigoureuses, mais aussi des appareils critiques assez consistants, puisque tous nos volumes sont accompagnés d'une introduction assez longue, avec des éléments à la fois pour situer le contexte de rédaction, situer le moment dans la trajectoire de Marx et d'Engels, qui refait le point sur des questions philologiques, qui explicite les choix de traduction, etc. Et puis un appareil de notes avec aussi des annexes dans tous nos volumes. Donc voilà, je ne vais pas vous lister les 11 volumes qu'on a déjà publiés. Je mentionne simplement le dernier qui était donc une traduction nouvelle du livre 2 du Capital, qui est un projet de longue haleine et qui a enfin abouti au début de l'année 2024 et que je vous conseille d'acheter dans une traduction dirigée et faite par Guillaume Fondu, Alexandre Ferron et Alix Bouffard. Et je laisse la parole maintenant à Richard qui va présenter le volume sur lequel on travaille en ce moment et autour duquel on se réunit aujourd'hui. Je vais surtout essayer de questionner l'édition d'un tel ouvrage. Plutôt que de dire ce qu'il y a dedans, ce qui, par ailleurs, sera un des sujets de mon intervention. Je suis parti dans mes réflexions de la possibilité de décrire, de développer les principaux aspects sous la forme d'un titre, mais pas d'un titre proposé, hein, mais d'un titre compréhensible pour tous. Je suis arrivé à cette idée texte politique choisi de Friedrich Engels de 1883 à 1896. 15-16, suivant la date de publication. Voilà. Et je me suis dit comment expliquer chacun de ces mots. D'abord, texte. Quel genre de texte? Il s'agit des textes d'abord qui sont issus des 3 derniers volumes de la section 1 de la Méga. La Méga, il revient, Marx Engels Gesamtausgabe, c'est-à-dire œuvre réunie de Marx et d'Engels, avec le fait que, voilà, j'ai un petit désaccord avec le titre, le Marx / Engels, qui tente à dire qu'il s'agit d'un seul individu, ne me semble pas exactement exact. C'est pour ça que la GEM s'appelle la grande édition Marx et Engels, et non pas Marx Engels, comme certains disent. Excuse-moi. N'est-ce pas, Marina? Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de 2 individus. Mais on y reviendra. Texte. Donc, les 3 derniers volumes. Ce qui exclut déjà au départ la correspondance, qui pourtant est un moment important de l'activité, avait été important de l'activité de Marx et d'Engels avant la mort de Marx, mais qui est aussi un moment important de l'activité d'Engels après la mort de Marx. Donc, pas de correspondance. Voilà. Et ce sont des textes, alors qui ne sont pas tous politiques, hein, puisqu'il y a, le choix, on y reviendra, de dire que nous, on publie des textes politiques. Ces textes que nous avons choisis vont du court message de soutien ou de félicitations à telle ou telle organisation du monde, parce qu'il y a un peu de tout, essentiellement quand même autour de l'Europe, hein, et du mouvement ouvrier qui commence à se développer, jusqu'à la longue analyse d'un événement, de la situation du mouvement ouvrier, d'une question théorique ou théorico-politique. Ce qui n'a pas été retenu dès l'abord, ce sont les préfaces et les textes, et les grands textes théoriques, enfin, les gros textes théoriques. Il y en a un d'ailleurs seulement, donc, mais il est ailleurs dans la méga.
Donc, voilà, il s'agit bien d'un choix. On verra quels sont les critères de ce choix réalisé par l'équipe de traduction et d'édition. Choisi, cela signifie que, bien évidemment, il y a du subjectif dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des textes euh, qui pourraient être admis par certains comme des textes politiques, mais qui ne le sont pas ici. Il s'agit vraiment de textes qui sont liés à l'activité politique d'Engels avec les organisations, avec les journaux d'organisation, avec ses points de vue sur la situation politique dans les différents pays qu'il aborde. Et ces différents pays il s'agit d'une liste très large, hein, puisque déjà avant, Marx et Engels s'entretenaient des rapports suivis essentiellement d'abord avec des individus et pas avec des organisations, et à partir, ce qui caractérise, là aussi on y reviendra, la période après la mort de Marx, c'est le développement d'organisations spécifiques du mouvement ouvrier avec des liens plus ou moins directs avec les écrits de Marx et d'Engels, avec les théories de Marx et d'Engels, ou de certains de leurs ennemis ou de leurs amis, qui ont fini par presque tous disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ennemis historiques de Marx et d'Engels dans les organisations ou à côté des organisations, plus ou presque plus. Je veux dire, les gens dont on parle, Bakounine, Lassalle, Proudhon, etc., sont tous morts, si je ne m'abuse, avant Marx. La question qui reste, c'est j'en ai discuté personnellement, mais je pense que c'est pas une question tragique. C'est la question que dans un ensemble de textes dont on veut essayer d'arriver à l'exhaustivité, c'est-à-dire la GEM, c'est la grande édition, c'est alors on n'a pas appelé ça l'édition complète, pas seulement pour faire le jeu de mots avec GEM, mais parce que c'est un projet qui nous dépassait et qui dépassera encore nos successeurs. Le nous, là, c'est un nous antique, hein, vraiment, c'est les proto-éditeurs de cette affaire. Et on est face à un vrai problème, je veux dire, qu'on avait déjà essayé de résoudre, mais en s'abritant derrière des arguments qui, je pense, sont justes hein, pour les premiers textes d'Engels, puisqu'on n'a pas de volume sur le premier Marx, le Marx jeune. Mais l'Amiga a un volume sur l'Engels enfant. C'est-à-dire qu'il y a des textes de l'enfant Engels. C'est quand même une vieille tradition du mouvement ouvrier qui est reprise comme ça. Il y a un poème à son grand-père, par exemple. Bon, que nous, on s'est évité de publier ce genre de choses. Je pense que c'est à juste titre. Alors, on n'a pas de texte du vieil Engels, je mets des guillemets encore, à ses petits-enfants, par exemple. Voilà, on aurait pu aussi s'éviter ce genre de texte, mais il n'y en a pas. Enfin, à moins que Jean me contredise, on n'a pas vu. Comme il n'a pas vraiment de petits-enfants non plus, c'est Oui, non, mais le problème d'Engels, c'est que son rapport à la famille Marx est un rapport dont on peut discuter aussi. Puisqu'il adopte quand même un fils de Marx, bon, et qu'il s'occupe beaucoup des filles de Marx, etc., etc., etc. Là aussi, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et tac. Bon, voilà, donc on a ce dilemme. On a une édition complète, qui se veut complète, et puis on fait un choix de texte. Je pense que tout ça
Bon, d'abord, c'est surdimensionné, hein, c'est 3 volumes. On n'avait pas de quoi se lancer dans cette aventure immédiatement, mais le projet est toujours ouvert, c'est-à-dire que les textes qui ne sont pas publiés ici et qui sont issus des 3 derniers volumes de la Méga seront un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre, publiés. Je dis sous une forme ou sous une autre parce qu'on réfléchit maintenant depuis assez longtemps, mais sans conclure vraiment à la possibilité d'une édition électronique complète ou partielle des œuvres de Marx, ce qui nous dégagerait de beaucoup de soucis, mais pas du souci de la traduction, puisque dans la GEM ne sont publiés que des textes déjà publiés dans la Méga et retraduits. Ce qui fait par exemple que le volume 13 de la correspondance, qui est une traduction nouvelle, en France, parce qu'il n'y avait pas de. Bon, il y a des textes qui existent dans les choix de lettres, mais le volume 13 n'est pas paru dans la GEM, alors qu'il aurait sa place, sauf que le travail sur les lettres de Marx à partir de 1866, ça s'arrête la Méga? C'est un peu plus 70. C'est 70, ouais. Je pense. Voilà. 70. N'est pas fait, est en cours. Enfin, on ne sait pas très bien, mais peut-être, Jean, tu pourras nous en dire plus. Mais n'est pas publiable pour l'instant. Voilà. Alors, texte choisi, politique. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Friedrich Engels. Voilà, on est justement loin du Marx Engels, puisqu'on n'a plus que Engels, et que du coup, Marx Engels ne fonctionne plus. Il fonctionne, quelque chose d'autre fonctionne. Voilà. Il est seul, Friedrich Engels. Marx est mort, et donc il n'y aura plus de texte nouveau, Engels et Marx. Mais il est seul aussi au sens où la plupart des compagnons ou des adversaires de leurs adversaires sont morts. Je disais tout à l'heure, on va commencer par Feuerbach, Lassalle, Bakounine, Proudhon, etc. Engels est face à quelque chose de nouveau, d'autre part. Pas seulement l'absence de Marx, j'y reviendrai, mais à une réalité qui s'ouvre, j'ai dit tout à l'heure, c'est la formation dans différentes parties d'Europe, avec des retards liés à des circonstances particulières, comme par exemple en France la Commune, mais à l'avancée de partis qui se regroupent petit à petit sous l'étiquette social-démocrate, sans être complètement liés à cette étiquette. Hein, faut pas, il y a une diversité quand même assez large, et à l'intérieur de ces organisations, il y a des tendances assez fortes, et la présence, en tout cas partout, de disciples, de jeunes compagnons de Marx ou d'Engels. Il n'en reste pas moins que Engels continue à avoir des liens assez forts avec Marx. Engels s'occupe de la famille Marx à différents points de vue. Il s'en occupe déjà, je vous ai dit tout à l'heure, il a quand même adopté le fils de Marx, le fils que Marx a eu avec Hélène Demuth, qui est la dame de compagnie de la femme de Marx, Eugénie von Westphal. Dans les années 50. Et puis, reste aussi les 2 filles, avec en plus des problèmes entre elles au niveau de l'exécution testamentaire de Marx, qui finalement sera exécutée par Engels. Ensuite, on a cette particularité
de l'Engels qui n'est plus Marx Engels, ni Marx et Engels, mais qui est Engels seul. On verra ce qu'il fait, ce qu'il fait de cette nouvelle personne. Ensuite, on a 1883-1895. La limite inférieure est donc la mort de Karl Marx. La limite supérieure, celle d'Engels. On peut s'attarder à ce sujet. On choisit donc de faire de cette solitude d'Engels par rapport à ce que fut, alors ça je l'ai déjà dit, mais j'ai dit que j'y reviens, à la chimère appelée Marx-Engels. Cette anastomose réalisée par le marxisme-léninisme. Hein. Il n'y a pas, au, au moment de la mort de Marx et jusqu'à la mort d'Engels, il n'y a pas de conceptualisation du Marx-Engels. Et ce marxisme-léninisme qui lui-même est une greffe mise en place par Staline. Donc, Engels est seul, mais il ne cesse pas de le répéter, si Marx n'était pas mort si tôt. C'est-à-dire que pour Engels, Marx est mort trop tôt. Il n'a pas vu certaines choses. Et c'est lui, Engels, qui les voit. Ce qui fait qu'on pourrait presque dire que le spectre de Marx hante toujours Engels. Il est là. On est là devant un vrai problème biographique. Les dates que j'ai volontairement employées ici s'adaptent aux 3 derniers volumes de la section 1. Je l'ai déjà dit ça. Le choix n'est donc pas à proprement parler le nôtre. Il semble naturel. Du moins, il est accepté comme tel. Ceci dit, il faut bien le prendre comme un fait, mais en explorant le processus complexe et dialectique qu'est une biographie. Et par exemple, je prendrai le dilemme, la contradiction, peux-je dire, figurant dans l'invitation de cette séance. On a 2 manières dans l'invitation, 2 manières de nommer le sujet de cette séance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a la notion de vieillesse, c'est-à-dire le vieil Engels. Quoi donc? Moi, j'aime bien. T'aimes bien le vieil Engels, oui, je sais bien. Tu aimes bien le vieux Lagache, c'est ça? Oui, voilà. Il reste que Marx meurt à 65 ans, et alors qu'Engels, à ce moment-là, a 63 ans. Et que ce qui est contenu dans vieillesse, c'est bien évidemment le fait quand même d'une diminution des capacités. Avoir l'activité d'Engels dans cette période, on peut douter que la vieillesse soit un naufrage d'abord, et deuxièmement, que Engels soit vraiment vieux. Il peut l'être peut-être dans la dernière année, de la même manière que Marx. Bon, je suppose que vous connaissez les photos du vieux Marx. C'est-à-dire cette photo où il a les cheveux, la barbe hérissée et blanche, et un air de quasi-cadavre. C'est une photo, oui, c'est une photo de 1882, je pense, un an avant sa mort. D'autre part, bon, Marx subit avant sa mort toute une série de drames personnels et politiques, et ça se marque dans son... Mais, j'arrête la digression, la question qu'on a à se poser, c'est devient-on vieux du jour au lendemain à la mort de son ami? Eh oui, je sais bien que ça vous plairait. Alors, c'est une question qui me concerne aussi personnellement, et donc je tiens à ce qu'on fasse quand même un peu la différence entre la vieillesse et l'avancement dans l'âge. Et le fait que Engels survive 12 ans à Marx tente à prouver que voilà, c'est une vieillesse au moins longue. Certes, on peut penser qu'Engels subit un double choc. Il perd son ami, celui qu'il considère comme son maître en théorie. En même temps, il se retrouve comme exécuteur testamentaire, je vais vous le dire, sans le titre, car il est le seul à pouvoir savoir manier les manuscrits de Marx, dont 2 essentiels. Le livre 2, enfin les manuscrits du livre 2 et les manuscrits du livre 3, qui sera... voilà, on ne peut pas considérer, par exemple,
que les textes politiques d'Engels sont l'essentiel de son activité entre la mort de Marx et sa mort. Il y a en effet, alors pour le livre 2, ça va assez vite parce que les manuscrits sont quand même assez cohérents. Euh, Engels ne se sent pas d'abord, sans doute, et puis n'a pas forcément besoin d'intervenir lourdement dans la publication. Mais enfin, c'est quand même lui qui constitue le livre. Hein. Je veux dire, il suffit que vous achetiez, comme vous le recommandez, à juste titre, Marina, le livre 2 du Capital, publié récemment par les éditions sociales dans la collection J'aime, avec une préface qui, de ce point de vue, une introduction qui, de ce point de vue, est très éclairante. Ce n'est pas le cas pour le 3e volume. D'ailleurs, il mettra longtemps à publier le 3e volume. Le livre 2 du Capital, paraît en 1885, si je ne me trompe. C'est-à-dire 2 ans après la mort de Marx. Engels se plonge d'abord là-dedans, dans les manuscrits. Et il a des séances avec Eleanor, la fille de Marx, où il trie les manuscrits. Ils vont chez Marx et ils se coltent avec des tonnes et des tonnes de manuscrits. Puis, de 85 à 93, je crois, c'est ça, je demande toujours la préférence, 94, enfin c'est 1 ou 2 ans avant sa mort, Engels. Il se colte avec les manuscrits du livre 3 qui sont là, par contre, beaucoup plus incomplets, et sur lesquels il va intervenir fortement. Enfin, fortement. Plus fortement que ce qu'il avait fait pour le livre 2, ce qui fait d'ailleurs une part de la contestation de Rubel sur la bonne manière de publier le livre 3 du Capital en dehors de ses obsessions anti-engelsiennes et aussi de sa mauvaise compréhension de l'anti. Comment dire? Non, je ne peux pas dire anti. Allez, de la manière dont il juge l'opposition d'Engels à Bakounine. Beaucoup. J'arrête encore cette digression. Et donc, pour de multiples raisons aussi, puisqu'on était sur le choc d'Engels à la mort de Marx, de multiples raisons, il devient le chef de ce qu'on appelle parfois le clan Marx. Clan familial, clan politique, clan organisateur du mouvement ouvrier, qui n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire les tâches que s'assigne Engels sont pour beaucoup, les tâches que s'assignait Marx. Ce qui fait que Engels est obligé de mettre sous le boisseau, de laisser tomber des choses qui l'intéressaient énormément, les questions de la dialectique et des sciences. En particulier, il laisse tomber complètement la dialectique de la nature, qui ne sera publiée que longtemps après ça, au XXe siècle. Par non, c'est pas du tout. C'est Kautsky qui publie les directives de la nature, si je ne m'abuse. Tâche qu'il s'assigne et qu'il mène à bien en général, même si c'est de façon inégale, même si c'est des fois une autre façon que Marx, ce qui est tout à fait naturel. Mais tout cela ne cadre guère avec la notion de vieillesse. Donc le vieil Engels, voilà, j'en doute un peu, même si on sait ce que signifie par ailleurs le fait qu'il s'agit de la période ultime de la vie d'Engels. L'idée de dernier Engels, parce que c'est ça la deuxième formule qui apparaît dans l'invitation. Donc on a le vieil Engels et le dernier Engels. En reprise du dernier Marx qui est un peu à la mode aujourd'hui et qui laisse entendre
une unité qui est loin de correspondre à la réalité, même si elle pourrait s'attacher au rôle politique joué par Engels, plus de rôle politique qu'au reste, joué par Engels en particulier dans les années 90. Mais il reste une diversité qui ne rend pas compte du singulier. On pourrait dire les derniers Engels, par exemple, qui serait un peu plus proche de la réalité, même si on va nous reprocher de faire une faute sur la notion d'existence. Mais moi, je serais tout à fait prêt à la faire. Donc, entre la vieillesse qui dit la faiblesse et de l'autre côté le dernier qui dit le définitif aussi, c'est-à-dire celui qui n'aura pas de suite et dont on sait que malheureusement, ce n'est pas le cas. Je veux dire, de la même manière, le dernier Marx ne s'éteint pas avec la mort de Marx et le dernier Engels ne s'éteint pas avec la mort d'Engels. D'abord parce que ces gens sont encore publiés, notamment aux éditions sociales, et donc ils ne sont pas complètement morts. Et d'autre part parce qu'ils sont même l'objet de débats, parce qu'ils font partie d'un ensemble que pour ma part j'appelle les marxismes, et qui, à mon avis, commence non pas avec la mort de Marx ni avec celle d'Engels, mais tout simplement avec l'existence de Marx et d'Engels, qui sont, tout au cours de leur existence, remués par des évolutions, par des sauts qualitatifs, par des découvertes. Tout cela devrait je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ce volume s'appelle le vieil Engels ou le dernier Engels. Encore que le dernier Engels, je trouve que on pourrait dire aussi de quoi Engels est-il le nom, par exemple. Les modes changent, mais là, on est sur les derniers. Voilà. Dernier, ça fait quand même un peu problème. Il faut qu'on se demande, et ça c'est une question importante dans l'évaluation de cette période d'Engels, ce que signifie, comment fonctionne la continuité et la rupture biographique. Il y a certes des chocs, je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, le choc de la mort de Marx est quelque chose de sans doute très important pour Engels. Je veux dire, la solitude d'Engels, même s'il est entouré de gens, s'il est très sollicité, etc., est quand même marquée par le fait que son ami, même s'il a eu des mots avec lui à certains moments, son ami est mort. Et c'est pas seulement son ami, quoi, je veux dire. L'amitié pour lui se transmet sur, bon, sur l'activité avec le clan, ce que j'ai appelé le clan de Marx, mais elle est aussi une continuité d'aventure en commun, de travail en commun. De ce point de vue, la correspondance est étonnante. La correspondance Engels-Marx, à soi seul, est un ensemble très important de l'œuvre. Mais aussi donc de tenir compte dans l'évaluation de cette période d'une double contradiction entre continuité et bon qualitatif, et entre objectivité et subjectivité pour aller vite. Je dis objectivité et subjectivité parce que la période juste après la mort de Marx, est une période de grande nouveauté dans le mouvement ouvrier, dans les sciences, dans la manière dont la théorie de Marx entre dans les esprits et commence à être discutée. C'est-à-dire que Engels a, dans cette période, un rôle que n'avait pas le couple Marx et Engels avant. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, l'illustration typique de ce point de vue est le rapport de Engels avec le Parti social-démocrate, dont on sait que c'est un des cœurs même de l'activité d'Engels, qui tient d'abord parce que il est lié à l'histoire de l'Allemagne, il est allemand, parce que les théories de Marx sont liées d'abord à la philosophie allemande, Hegel et Feuerbach, parce qu'il retrouve là aussi un aspect de sa jeunesse. Je veux dire, la confrontation avec l'Allemagne 1842-1847, au moins,
46-47, est un peu, comment dire, une des sources cette, euh, de sa participation, du rôle qu'il joue dans cette période avec la social-démocratie allemande. J'en finirai avec cet aspect. Merci, Eric. Merci, Richard. Un mot rapide pour d'abord présenter Jean, je présenterai Martin. Ensuite, c'est Jean qui va commencer à parler. Donc Jean nous vient de l'université de Strasbourg. Il a fait sa thèse sur la question du parti chez Marx, travail qui a été publié. Il est aussi l'auteur d'une réflexion, je crois, plus actuelle sur les débats autour de la forme parti aujourd'hui, voilà, qui est apparu l'an dernier. Non, c'est encore cette année, en 2024. 2024, ouais, tu vois. Début de l'année. Au PUF. Jean est un collaborateur de longue date de la grande édition Marx et Engels. Nous avons traduit ensemble un volume de lettres qui n'est pas dans la grande édition Marx et Engels, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, donc, il va présenter un texte. Donc, il prépare ce volume des écrits politiques d'Engels sans Marx, après Marx, le dernier Engels, etc. Et c'est un des textes, c'est vrai, les plus connus, à savoir le rôle de la violence dans l'histoire. Je te laisse la parole, Jean. Merci beaucoup, Clément. Merci encore pour l'organisation. On est très heureux d'être ici à Lille pour pouvoir vous parler de tout cela. Alors, ma communication, je l'ai intitulée Qu'entendez-vous par dûment modifié? C'est une question posée par Engels. Les enjeux d'une nouvelle édition du rôle de la violence dans l'histoire de Friedrich Engels. Bon, l'objectif de mon intervention sera de mettre en évidence les enjeux liés à la réalisation donc d'une nouvelle édition de ce texte, le rôle de la violence dans l'histoire, au sein du futur volume de la GEM. Alors, je vais brièvement rappeler dans un premier temps le contexte de rédaction de ce texte particulier. Dans un deuxième temps, je présenterai les grandes lignes de son contenu, puisque voilà, je pense que tout le monde ne l'a pas lu. Et dans un troisième temps, je reviendrai sur l'histoire des éditions existantes du texte, afin de mettre en lumière l'apport que pourra représenter le futur volume de la GEM. Je commence par le contexte de rédaction. Alors, le 4 novembre 1886, Hermann Schlüter, qui était le directeur de la Schweizerische Volksbuchhandlung de Zurich, c'est-à-dire c'était là où étaient éditées en fait en Suisse les publications de la social-démocratie allemande à l'époque de la loi antisocialiste, hein, c'est-à-dire au moment où le mouvement socialiste en Allemagne était réprimé. Donc Hermann Schlüter s'était adressé à Engels pour lui demander s'il était d'accord pour publier sous la forme d'un tiré à part et Schlüter ajoute dans sa lettre entsprechend geändert, hein, dûment modifié en quelque sorte, les 3 chapitres de l'Anti-Düring qui s'intitulent Théorie de la violence. Ce sont les chapitres 2, 3 et 4 de la deuxième partie de l'Anti-Düring. Dans la deuxième partie de mon exposé, je reviendrai sur leur contenu. Hein. Alors, Engels lui répond le 26 novembre 1886, d'accord, mais qu'entendez-vous par entsprechend geändert, hein, qu'est-ce que vous entendez par dûment modifié? Qu'est-ce que vous voulez que je modifie exactement? Et Engels déclare que, en fait, bon, l'anti-Düring, c'est une polémique hein, contre Eugen-Düring, hein, donc on ne peut pas séparer le contenu positif de la polémique elle-même. Il dit qu'on peut éventuellement laisser de côté les passages qui ne se rapportent pas directement à la question de la violence, mais que, bon, une fois qu'on a fait ça, on arriverait à peine 25 pages. Alors Engels se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un livre si petit? Il réfléchit, il dit qu'on peut éventuellement, si Schlüter est d'accord, ajouter d'autres chapitres de l'Anti-Düring. Il pense aux chapitres 9 et 10 de la première partie qui sont consacrés à l'action de la morale et de la question du droit, hein, qui pourraient faire le lien. Et Engels dit, bon, voilà, on pourrait éventuellement faire un volume qui s'appellerait Über Recht und Gewalt in der Weltgeschichte, donc sur le droit et la violence dans l'histoire mondiale. Alors, bon, en gros, il tombe d'accord, mais Engels, comme d'habitude, est pris par tout un tas d'autres projets, et il faut attendre
quasiment un an, hein, donc décembre 1887, pour qu'Engels écrive à nouveau à Schlüter sur le projet de volume. Sauf que, bon, quand il se met au travail, en fait, Engels va assez rapidement modifier le projet initial. Euh, donc, il laisse tomber l'idée de reprendre les chapitres 9 et 10 de la première partie de l'Anti-Düring. Il se concentre sur les 3 chapitres donc, de la deuxième partie qui s'appelle Théorie de la violence. Et surtout, il a l'idée d'y adjoindre un 4e chapitre entièrement nouveau, dont la fonction serait d'illustrer sa théorie matérialiste de la violence à partir de l'exemple de l'histoire allemande contemporaine. Et c'est à ce moment-là, donc seconde moitié du mois de décembre 1887, qu'on voit apparaître dans les brouillons le titre qui va voilà, être resté, hein, Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, le rôle de la violence dans l'histoire. Alors, Engels informe Schlüter en janvier 1888 des évolutions de son projet, mais quand on regarde un peu sa correspondance, on voit il veut toujours prendre un peu plus de temps, attendre de voir comment la situation allemande notamment va évoluer, puisque à ce moment-là, l'empereur Guillaume Ier est assez mal en point déjà, on sait qu'il va mourir bientôt, et donc Engels le sait, et il se dit, bon, attendons de voir ce qui va se passer à la mort de Guillaume Ier. Et donc, il repousse à plusieurs reprises la remise du manuscrit, donc pour ces raisons, mais aussi pour des raisons non pas artérielles, mais oculaires, hein, parce qu'il a des petits problèmes au niveau des yeux. La dernière évocation explicite du projet date en fait d'une lettre du 17 mars 1888, où Engels évoque en particulier l'impératif de prendre en compte ce qu'il appelle eine Masse nötiges Material, hein, une masse de matériaux nécessaires, qui vient de lui parvenir, mais de façon très récente. Et ce matériau nouveau qui vient de lui parvenir, c'est le 4e tome du livre d'un député libéral de Brême, hein, député du DFP, hein, de la Deutsche Freisinnige Partei, qui s'appelle Konstantin Bulle, ça ne s'invente pas, Konstantin Bulle, hein, Bulle, Constantin Flick, voilà, qui publie donc le 4e tome de sa Geschichte der neuesten Zeit, donc histoire de l'époque la plus récente, qui portait quasiment sur la période 1871-1885. Et Engels, en fait, a pris beaucoup de notes sur cet ouvrage qu'il considérait comme une source assez précieuse, ce qui l'a conduit à remanier la fin du 4e chapitre, en accordant notamment une place beaucoup plus importante à toute la période qui suit 1871. Hein. Pour rappel, hein, 1871, c'est le moment de la fondation de l'Empire allemand. Mais progressivement, en fait, Engels s'aperçoit que le projet qui vise à illustrer sa théorie de la violence à l'aide d'un aperçu rapide sur l'histoire de l'Allemagne de 1848 jusqu'à 1888 est beaucoup trop ambitieux. Et le chapitre 4 en fait, s'étend un peu indéfiniment et va finir par devenir un exposé autonome, sauf que le projet n'aboutit jamais du vivant d'Engels. Et en fait, donc, le chapitre en question est resté à l'état de manuscrit. Donc, il faudra attendre après la mort d'Engels, justement, pour que ces textes soient publiés. Donc voilà pour ce qui est du contexte un peu de rédaction du vivant d'Engels. J'en viens maintenant, de façon un petit peu plus développée, parce que je pense que c'est ce qui va le plus vous intéresser, au contenu même du texte. Je commence par les 3 chapitres de l'Anti-Düring dont je vous parlais. Donc, ce sont des chapitres qui sont situés au début de la deuxième partie intitulé Économie politique, juste après le chapitre Objet et méthode, qui permet déjà en fait d'introduire la thèse de Düring qu'Engels entreprend ensuite de réfuter. Cette thèse, elle peut être résumée de façon assez simple, c'est celle du primat de la violence politique sur les rapports économiques. C'est ça que soutient Düring. Hein, chez Düring, cette thèse, elle est énoncée à partir d'une interprétation du récit de Robinson Crusoe, à laquelle Düring attribue une fonction paradigmatique. Hein. Qu'est-ce que dit Düring? En gros, Robinson opprime Vendredi en le forçant à travailler pour lui comme esclave. Donc, c'est la violence qui est première, violence que Düring assimile à une forme d'injustice. Hein. La violence serait première, violence politique, et les rapports économiques seraient seulement dérivés. Évidemment, en disant ça, je pense que vous voyez déjà pourquoi ça met en quelque sorte sur la tête le schéma, on va dire, marxiste classique
du primat de la base économique sur la superstructure juridique, politique et idéologique. Alors, je précise un petit peu maintenant la critique formulée par Engels. Donc, afin de critiquer la thèse de Düring, Engels va reprendre l'exemple de Robinson et de Vendredi, et il va s'amuser à proposer une interprétation alternative de l'histoire de Robinson et Vendredi. Pourquoi est-ce que Robinson a asservi Vendredi? Engels nous dit c'est pas pour son bon plaisir, c'est pour tirer profit de son travail. Donc, la violence n'apparaît pas comme un simple moyen, n'apparaît que comme un simple moyen au service d'une fin qui, quant à elle, demeure de nature économique. Par ailleurs, et au fond, c'est là que la Robinsonade dans son ensemble montre sa limite, pour que les logiques d'assujettissement sur lesquelles l'esclavage repose soient possibles, il faut que le développement économique lui-même ait déjà atteint un certain niveau, que celui qui réduit l'autre en esclavage contrôle les moyens de production et soit en mesure d'entretenir son esclave. Donc, en réaffirmant le primat des dynamiques économiques sur la violence politique, Engels entend également mettre en évidence une certaine impuissance de la violence politique. Je le dis, ça va être aussi l'une des grandes thèses du texte. Une violence politique qui chercherait à aller à l'encontre de l'évolution économique serait condamnée à l'échec. Thèse qu'Engels illustre ici avec un exemple en disant qu'on ne peut pas contrer les effets de la machine à vapeur et du crédit bancaire avec des canons-troupes et des fusils Mauser. Alors, revenant sur l'exemple de Robinson et Vendredi, Engels va ensuite essayer de mettre en évidence le fait que l'exercice de la violence lui-même est tributaire de conditions économiques. Si Robinson veut asservir Vendredi avec une épée, mais que Vendredi sort un revolver, c'est Vendredi qui gagne. Et comme le dit Engels, la violence coûte heidenmäßig viel Geld, on pourrait traduire par un pognon de dingue, si vous voulez. Il suffit de réfléchir au coût d'entretien d'une armée pour s'en apercevoir. Or, les évolutions technologiques rendues possibles par les investissements économiques jouent un rôle décisif sur le plan militaire. Enfin, donc, ça c'est le dernier chapitre, Engels va entreprendre de réfuter la thèse développée par Düring, selon laquelle c'est la maîtrise de la nature elle-même qui aurait rendu nécessaire l'instauration de rapports de domination entre les êtres humains. En l'occurrence, aux yeux d'Engels, les travaux des anthropologues prouveraient le contraire. Les premières formes d'agriculture à grande échelle n'étaient pas fondées sur l'esclavage, mais soit sur la propriété collective des terres, soit sur la petite paysannerie indépendante. Et donc, l'émergence des rapports d'exploitation entre les classes serait ultérieure. Voilà, on croise des thèmes qu'Engels développera dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Donc, avec l'idée que l'esclavage a pu émerger, mais lorsque le niveau de développement des forces productives a été suffisamment important pour que l'on puisse faire quelque chose d'utile avec les prisonniers de guerre. C'est ça que dit Engels, c'est-à-dire qu'il fallait que les forces productives soient suffisamment développées pour que on sache faire quelque chose avec les prisonniers de guerre, c'est-à-dire utiliser leurs forces de travail plutôt que tout simplement les zigouiller. Et il est apparu à une certaine époque, l'esclavage, comme une nécessité économique. Engels dit même, en fait, si on prend les choses sans jugement de valeur, comme un progrès qui a rendu possible l'Antiquité gréco-romaine, bon, je fais simple, et que, du coup, le fait de condamner l'esclavage en se plaçant dans un point de vue moral purement abstrait, comme le fait Düring, c'est ne pas comprendre que l'esclavage était nécessaire à un stade déterminé de l'histoire économique. Alors, je résume brièvement, à partir de la conclusion que fait Engels, les grandes lignes de sa théorie de la violence, comme ça vous les avez bien en tête. Premièrement, la violence politique renvoie toujours en premier lieu à une fonction économique. Première thèse. Deuxièmement, une fois devenue autonome, une fois que la violence est autonomisée, en gros, il y a deux possibilités. Possibilité A, la violence agit dans le sens de l'évolution économique, et dans ce cas-là, la violence joue le rôle d'accélérateur. Possibilité B, la violence agit contre l'évolution économique, et dans ce cas-là, en général, elle est vouée à l'échec, à quelques exceptions près. Et bon, l'exemple que prend Engels, c'est celui de la Reconquista espagnole, avec l'idée que en fait,
la conquête chrétienne a constitué un immense gâchis et une destruction énorme de forces productives voilà, qui avait été établie avant dans le monde andalou notamment. Alors, j'en viens maintenant donc, au chapitre inédit hein, et à la manière dont Engels va tenter d'appliquer sa théorie de la violence à l'histoire allemande contemporaine et plus particulièrement à la politique dite du fer et du sang, hein, Eisen und Blut, selon la fameuse formule issue du discours tenu par Bismarck le 30 septembre 1862, après avoir été nommé ministre-président de Prusse. Hein, la formule, c'est nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Hein. Donc ce n'est pas par des discours, par des décisions prises à la majorité que les grandes questions de l'époque sont résolues. Ça a été la grande erreur de 48 et 49, mais c'est par le fer et le sang. Hein. Donc, en l'occurrence, la thèse d'Engels, elle est résumée dès le premier paragraphe. Hein. En gros, Engels va dire qu'il était inévitable que la politique du fer et du sang commence par fonctionner, mais il est tout aussi inévitable qu'elle connaisse un échec final. Alors, le texte s'ouvre sur l'analyse des aspirations à l'unité allemande depuis le Congrès de Vienne et s'efforce de les replacer dans le cadre d'une analyse matérialiste en montrant qu'elle pouvait avant tout s'expliquer par les intérêts économiques de la bourgeoisie industrielle et commerciale allemande qui avait besoin pour se développer de mettre un terme aux entraves que représentait le morcellement du pays en petits États aux réglementations hétérogènes. En gros, après l'échec de 1848, il restait trois possibilités pour unifier l'Allemagne, nous dit Engels. Un, la voie révolutionnaire. Engels nous dit comme en Italie. Bon, alors comme en Italie, parce qu'Engels pense à Garibaldi, hein. On pourrait discuter, hein, mais bon, bref. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en gros, pour qu'il y ait la voie révolutionnaire, il aurait fallu que les dynasties allemandes acceptent de se ranger du côté de la révolution, comme l'a fait Victor Emmanuel II en Italie, en gros, qui est au moins une sorte d'acceptation de l'idée révolutionnaire par les dynasties. Ça, c'est la voie numéro un. Voie numéro 2, hégémonie autrichienne. Mais pour ça, nous dit Engels, il aurait fallu que l'Autriche accepte d'être autre chose qu'une puissance, un, catholique, et deux, réactionnaire. Très compliqué quand même. Troisième option, l'hégémonie prussienne, et donc l'option qui s'est imposée. Alors, Engels revient sur l'idée d'une vocation allemande, un deutscher Beruf de la Prusse. Alors, elle est associée par Engels à l'importance du développement industriel prussien dès la mise en place de l'union douanière de 1834. La Prusse apparaît à la bourgeoisie comme un moindre mal comparé à l'Autriche. Pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'existent en Prusse deux institutions importantes aux yeux d'Engels. La première, c'est le service militaire obligatoire, mis en place en gros en 1814, je simplifie, hein, et la seconde institution, surtout, c'est l'instruction obligatoire, qui, quant à elle, est plus ancienne, remonte au moins à un édit de Frédéric Guillaume Ier de 1717, et puis qui a été ensuite remise en place un peu sous Frédéric II. Bon, bref, voilà. Deux institutions importantes dont les coûts financiers pouvaient être compensés par des bénéfices ultérieurs. Or, cette vision, pour ainsi dire, désabusée, qui va être celle de la bourgeoisie allemande, permet aux yeux d'Engels d'expliquer pour quelles raisons elle va aussi tourner le dos aux idéaux libéraux et révolutionnaires de 1848 et s'orienter vers la solution de force offerte par Bismarck. Pour le dire autrement, la bourgeoisie allemande va se tourner vers Bismarck pour les mêmes raisons que la bourgeoisie française s'était tournée vers Napoléon III. Alors, ces raisons tiennent au fond à l'existence d'une contradiction au sein même des intérêts de la bourgeoisie. D'un côté, la bourgeoisie veut obtenir le pouvoir politique pour elle-même, ce qui implique une lutte impitoyable contre la couronne, dont témoigne notamment, je ne reviens pas dans le détail là-dessus, hein, le conflit constitutionnel prussien du début des années 1860, hein, qui est un conflit entre le gouvernement et le Parlement autour de l'extension de la durée du service militaire. D'un autre côté, la bourgeoisie veut l'unité nationale, que Bismarck veut justement réaliser par la violence
Et Engels insiste sur le fait que, de ce point de vue, la politique bismarckienne a une dimension révolutionnaire. Et Engels interprète comme révolutionnaire la guerre austro-prussienne de 1866, qui débouche sur la dissolution de la Confédération germanique et sur la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord. D'où, en fond, ce paradoxe, hein, c'est que la bourgeoisie est contre Bismarck sur le plan constitutionnel, mais qu'elle est pour Bismarck sur le plan national. Hein, et qu'il y a ces deux intérêts contradictoires de la bourgeoisie, en gros l'intérêt parlementaire, maîtrise du pouvoir politique, et intérêt de constitution nationale, qui en fait entrent en conflit. D'où la situation donc, paradoxale à laquelle on aboutit avec la victoire prussienne de Sadova en 1866, hein, donc la victoire de la Prusse sur l'Autriche. C'est à la fois une victoire nationale et une défaite parlementaire de la bourgeoisie allemande. C'est comme ça qu'Engels l'interprète, et Engels dira que, au fond, ce que Bismarck a fait, c'est un programme d'unité nationale bourgeois accompli, non pas avec des moyens bourgeois, mais avec des moyens bonapartistes. Alors, Bismarck se trouve donc, au fond, dans une position très favorable au moment de la guerre contre la France, qui lui donne l'occasion de satisfaire la haine anti-française caractéristique des Hobro-Prussiens qui n'avaient jamais digéré la Révolution française. Hein. Et Bismarck va, au fond, pousser son avantage jusqu'à l'annexion de l'Alsace-Moselle, qu'Engels va décrire comme le premier acte de Bismarck en tant qu'homme politique indépendant, mais aussi comme sein erster kolossaler Bock, hein, sa première grosse connerie, on pourrait dire. Puisque, alors, qu'est-ce que va me dire Engels? Je vais vous parler un peu d'Alsace. Voilà. L'Alsace et la Lorraine, quasiment non francisés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avaient compté parmi les territoires les plus favorables à la Révolution. Pourquoi? Parce que la France leur a donné ce qu'ils n'avaient jamais osé espérer de l'Allemagne, c'est-à-dire la fin de la féodalité. D'où l'affirmation d'Engels, hein, une phrase que j'aime bien, parce qu'en plus elle parle un peu de mes deux patries. Engels dit, die Heimat der Marseillaise Straßburg deutsch machen zu wollen, das war ein eben solcher Widersinn, wie der, die Heimat Garibaldis Nizza französisch zu machen. Hein, donc, avec cette sorte d'idée sur laquelle vouloir faire de Strasbourg la patrie de la Marseillaise une ville allemande était une idée aussi absurde que de vouloir faire de Nice la patrie de Garibaldi une ville française. Hein. Alors, c'était voilà, une idée que je trouve amusante. Alors, il est vrai que cette annexion, elle pouvait avoir un sens d'un point de vue militaire, nous dit Engels, puisque ça permettait de former, bon, Engels très féru de choses militaires, hein, de former un très beau quadrilatère de forteresses, Coblence, Metz, Strasbourg, Mayence, hein, mais les inconvénients étaient bien supérieurs car l'Allemagne devenait ainsi pour la France un ennemi héréditaire, ce qui créait un risque de guerre permanent en Europe. Et Engels parle explicitement à ce moment-là de guerre mondiale. Hein, il utilise le terme de risque de guerre mondiale. Mais la politique bismarckienne dans la période qui suit au fond la fondation de l'Empire en 1871 constitue aussi une impasse sur le plan intérieur. Hein, c'est-à-dire que malgré sa faiblesse, ça reste quand même la bourgeoisie qui, aux yeux d'Engels, constitue la classe montante en Allemagne et pas les vieux hobros, hein, les Junkers des provinces orientales dont Bismarck est le représentant. Et donc, le développement économique de l'Allemagne appelait une transformation progressive de l'Empire en État bourgeois moderne qui, aux yeux d'Engels, aurait pu s'inspirer de la Constitution britannique. Engels dit qu'au fond, Bismarck avait le choix entre trois solutions. La première, c'était aller dans le sens de la bourgeoisie, ce qui pourrait représenter une solution progressiste. La deuxième, c'était aller clairement dans le sens des hobros. Alors là, c'était la solution réactionnaire par excellence. Et la troisième, c'est aller uniquement dans le sens de son propre maintien au pouvoir, ce qu'Engels décrit comme une solution typiquement bonapartiste. Hein. Donc, on est un peu au milieu. Or, au fond, d'un point de vue historique, ce que nous dit Engels, c'est que seule la première solution était viable, mais ce n'est pas elle qui a été retenue. Puisque, du point de vue constitutionnel, Bismarck a refusé toute extension du pouvoir du Reichstag, s'est accordé des prérogatives exorbitantes en tant que chancelier impérial, ce qui allait pour le coup tout à fait dans le sens du bonapartisme, et il a par ailleurs maintenu de façon anachronique le pouvoir des hobros au sein de l'État, notamment dans les provinces orientales de l'Empire,
ce qui allait clairement dans le sens d'une politique réactionnaire. Et quel est le résultat prévisible de cette politique? Eh bien, c'est le chaos, avec, cela dit, hein, comme la perspective d'une expansion inédite du socialisme face à ce chaos. Hein. Donc, vous voyez un peu comment ça illustre la thèse formulée dans les chapitres de l'anti-Düring. Bah, tant que Bismarck est allé dans le sens de l'évolution économique, hein, donc jusqu'en gros en 1871, en utilisant la force pour accélérer l'unification de l'Allemagne, ça a bien fonctionné. Mais dès qu'il a essayé de freiner l'évolution économique par la violence, donc en réprimant en gros le pouvoir politique de la bourgeoisie, en essayant de maintenir le pouvoir à la vieille aristocratie, et ben là, il se heurte à un échec. Alors, je viens maintenant à la troisième partie de mon exposé sur justement les questions d'édition du rôle de la violence dans l'histoire. Alors, je commence par les éditions existantes. De quoi est-ce qu'on dispose actuellement alors, je vais en venir aux éditions françaises, mais déjà, comment est-ce que ce texte a été édité, puisque, au fond, comme je vous le disais, c'était resté à l'état de manuscrit. Alors, après la mort d'Engels, hein, on a retrouvé dans ces papiers donc, tout un dossier qui s'intitulait Théorie de la violence et qui contenait les travaux préparatoires sur la brochure et les notes prises sur le livre de Konstantin Bulle. Les 3 chapitres de l'anti-Düring dans la version qu'Engels avait déjà commencé à remanier, en revanche, on ne les a plus, ils ont disparu, on ne les a pas retrouvés. Donc en fait, quand on a ensuite publié le rôle de la violence dans l'histoire avec les chapitres de l'anti-Düring, on a juste repris les chapitres tels quels. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'Engels a modifié dedans quand il avait commencé à travailler dessus. Alors, c'est Bernstein, hein, Edvard Bernstein, Martin en parlera sans doute, qui a publié le brouillon du chapitre 4 sous le titre Gewalt und Ökonomie bei der Herstellung des neuen Deutschen Reiches. Alors, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans les éditions françaises qui existent, hein, violence et économie dans l'établissement du nouvel empire allemand. Donc, Bernstein le publie en 1896 hein, dans la Neue Zeit, c'est-à-dire la revue théorique de la social-démocratie allemande, en 1896, hein, juste après la mort d'Engels, mais aussi 25 ans après la fondation de l'Empire, donc au moment où en Allemagne, c'est toute la célébration en grande pompe des 25 ans de la fondation de l'Empire. Et en fait, c'est aussi Bernstein qui l'a diffusé en 5 sections, qui a ajouté des titres. Donc Bernstein est quand même intervenu hein, dans les manuscrits. Il y a adjoint donc une partie des notes sur Bulle, hein, c'est des notes qui concernent le Kulturkampf. Le Kulturkampf, hein, donc c'est la lutte menée par Bismarck dans les années 1870 contre les catholiques. Et une esquisse de plan aussi du chapitre 4. Alors, le manuscrit non remanié par Bernstein, ainsi qu'une partie des notes prises par Engels, ne seront publiées pour la première fois qu'en 1948. D'abord en russe, en traduction russe, puisque c'est en Union soviétique. Puis seulement en 1962 en allemand, dans l'original, hein, dans les Marx Engels Werke, donc en RDA. Puis en 1964 dans un volume thématique, hein, toujours en RDA, qui s'intitule Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, donc le rôle de la violence dans l'histoire, et où il y a une partie des notes qui n'avaient jamais été publiées, même dans les MEV, qui ne sont pas dans les MEV, qui vont être publiées dans ce volume-là en 1964. Et il faudra attendre donc le volume de la méga, hein, je ne reviens pas sur ce que c'est que la méga, en 2002, pour que soient publiés tous les travaux préparatoires. Donc, les travaux préparatoires dans leur intégralité, on n'en dispose en fait que depuis une petite vingtaine d'années. Alors, première publication en français, elle date de 1896, donc la même année en fait que la première publication en allemand, dans la revue Le Devenir social, hein, c'était une revue qui avait été fondée par Georges Sorel, avec Paul Lafargue et Gabriel Deville, au moment où Sorel était proche, petit moment où il était proche de Lafargue, Deville, etc., sous le titre La force et l'économie dans le développement social. Alors, c'est marrant parce que on parlait des enjeux de traduction, mais là, on voit typiquement 2 choix différents de la traduction de Gewalt, hein, Gewalt par violence et Gewalt par force. Alors, ça n'a pas exactement la même connotation, mais du coup, dans la première édition, c'est la force et l'économie.
Ce qui est pas, voilà, ce qui peut s'entendre, hein, notamment pour une réflexion sur Bismarck, force, violence, bon voilà, on peut en discuter. Alors, on peut signaler aussi, ça c'est un beau morceau, hein, que j'ai exhumé, donc en 1939, le bureau d'édition, le bureau d'édition c'est précurseur des éditions sociales, publie dans la collection Les éléments du communisme, un volume, Le rôle de la violence dans l'histoire, traduction alors P.A. Stéphane, mais je sais pas, les prénoms, je n'ai pas réussi à trouver. Je sais pas quel est le prénom de ce traducteur ou de cette traductrice, je ne sais pas. Qui s'ouvre, alors j'ai regardé l'édition de 1939, vous avez une longue note de l'éditeur qui explique brièvement l'histoire du texte et ensuite reproduit un très long extrait d'un discours de Maurice Thorez devant le comité central du Parti communiste de novembre 1938, qui critique vertement l'attitude des pacifistes qui, par le refus de la violence, ouvrent la voie au fascisme. Et donc là, il y a une sorte de vraiment, les deux choses sont collées l'une avec l'autre. Bah, Engels montre bien que Maurice Thorez a raison, que les pacifistes ouvrent la voie à Hitler, etc. Et tout ça est juxtaposé. Bon, voilà. Alors, en fait, c'est cette version-là qui est appuyée sur le texte allemand publié par Bernstein dans la Neue Zeit pour le chapitre 4, qui va servir de base à l'édition des éditions sociales de 1969. Et en fait, l'édition de 1969, par rapport à celle de 1939, il y a une simple mise à jour de la traduction. Bon, on enlève aussi la préface avec le discours de Maurice Thorez, hein. C'est-à-dire que pour les chapitres de l'Anti-Düring, on reprend la traduction d'Émile Bottigelli qui avait été publiée entre-temps, donc actualisation de la traduction. Et le chapitre 4, traduit par Stéphane, est en fait revu par Jean Baudrillard. Voilà. Parce que Jean Baudrillard fait aussi des traductions, est aussi traducteur, hein. Alors, et bon, c'est aussi ce texte qui sert de base à ma connaissance, c'est la réédition la plus récente, c'est celle de 2020 au temps des cerises, qui en fait reprend pour le contenu le volume des éditions sociales, et avec une préface de Michel Pigenet, donc un historien de Paris, hein. Alors, j'en viens maintenant, pour terminer, à l'intérêt que peut représenter une nouvelle édition du texte dans la GEM. Je vais mentionner ici simplement deux points qui me paraissent les plus notables. Le premier concerne les esquisses de plan du 4e chapitre, puisque dans la traduction française du rôle de la violence dans l'histoire qui avait été publiée aux éditions sociales, on trouvait une esquisse de plan, hein, qui avait d'ailleurs été déjà publiée par Bernstein en 1896 et qui se rapporte au 4e chapitre. Et quand on regarde en fait cette esquisse de plan, on s'aperçoit assez vite que ça n'est pas un plan du 4e chapitre dans son ensemble, mais seulement de la partie conclusive du 4e chapitre, donc en gros de celle qui s'ouvre avec 1871. Et en fait, on sait, grâce au texte publié par la Méga, qu'il s'agit d'un remaniement de la dernière partie d'un autre plan en 8 points, qui n'existe pas, donc il n'y a pas de version française, en tout cas à ma connaissance, et qu'Engels avait rédigé quelques semaines plus tôt, sans doute fin décembre 1887 ou début janvier 1888. Donc je pense que là, l'intérêt de l'édition de la GEM, ça sera de mettre en regard ces deux plans, un qui est inédit actuellement en français et l'autre qui constitue le remaniement de la dernière partie du plan, et de voir aussi l'écart qui existe entre les deux, puisque ce que je disais tout à l'heure dans la première partie de mon exposé, en fait, Engels remanie plusieurs fois un peu son projet. Je vous signale simplement un point intéressant, à mon avis, qu'on peut signaler. Dans la première version du plan, le 8e point se conclut simplement sur l'idée que, je cite, hein, le Hobro passe au premier plan, faute d'autres idées. Dans la seconde version, en revanche, Engels expose un scénario beaucoup plus explosif. Il parle de l'expansion du socialisme, le chaos, la guerre mondiale. Donc, il y a une sorte de dramatisation un peu du diagnostic, à dire un peu plan-plan du Juncker qui est au premier plan dans la première version. Deuxième chose que je voulais évoquer, ce sont les notes relatives au 4e chapitre. Puisque grâce à la Méga, hein, on dispose de 2 séries de notes prises par Engels à des moments différents en fait, de la relecture de son propre manuscrit. La première date sans doute de la première moitié du mois de février 1888, la seconde de la seconde moitié du mois de mars.
Il s'agit, dans un certain nombre de cas, de compléments apportés à l'analyse du quatrième chapitre, qui peuvent parfois être interprétés comme des inflexions dans l'analyse. Alors, il y a un exemple que je voulais évoquer avec vous qui me semble intéressant. C'est l'exemple du jugement, enfin, le jugement porté par Engels sur l'attitude des Alsaciens. Euh, Puisque dans le brouillon principal du quatrième chapitre, Engels n'a de cesse d'insister sur l'attachement profond des Alsaciens à la France depuis la Révolution, attachement qui les rend précisément réfractaires à l'annexion. Mais dans la seconde série de notes, on a un petit passage d'Engels pris en style télégraphique, qui est pas forcément très clair si on le prend de façon isolée, mais qui dit la chose suivante. Bon, je dis juste la version traduite par moi, hein. Alsaciens en France, garde royale de la Restauration, garde municipale de 1830-48, sous l'Empire évincé plus ou moins par les Corses. Avec, bon, moi, la façon dont j'interprète, c'est voilà, la présence d'Alsaciens dans la garde de la garde royale de la Restauration, qui ensuite passe dans la garde municipale euh, sous la monarchie de Juillet, et qui donc en fait vont un peu pas au plus offrant, mais enfin c'est un petit peu l'idée. Et avec le fait qu'ils sont plus ou moins évincés par les Corses, c'est que donc au bout d'un moment, peut-être que ils iront chercher mieux ailleurs s'ils trouvent mieux ailleurs. Hein, donc avec l'idée que peut-être la francophilie alsacienne pourrait ne pas être éternelle. Euh, alors, on peut la mettre en parallèle, hein, parce que pour aller à l'appui de cette thèse, c'est un peu difficile sinon de soutenir ça uniquement à partir de cette note brève, mais exactement au même moment, hein, le 19 mars 1888, Engels envoie une lettre à Lafargue dans laquelle il en parle et qui me paraît aller dans le sens de cette interprétation. Alors, ça c'est en français dans le texte, hein, c'est une lettre qu'Engels écrit en français à Paul Lafargue, et où il dit la chose suivante, hein, je cite, « Il ne faut qu'une guerre de revanche manquée pour réconcilier les couillons d'Alsaciens pardon à mes compatriotes, à l'Allemagne, réconcilier les couillons d'Alsaciens à l'Allemagne, les paysans sont des lansquenets qui serviront toujours de préférence dans l'armée du vainqueur. Hein, donc avec l'idée que, au fond, cette histoire ne va pas forcément durer très longtemps. Donc voilà, ça peut être intéressant pour voir un peu un infléchissement aussi dans le diagnostic d'Engels entre les différentes étapes de la rédaction du texte. Je conclus hein, très rapidement en disant que l'édition qu'on va réaliser dans le volume de la GEM devrait permettre de rendre compte du caractère inachevé du rôle de la violence dans l'histoire, en présentant les différents manuscrits d'Engels dans l'ordre chronologique, hein, ça c'est aussi l'intérêt de la chose, et elle permettra de rendre plus visibles les remaniements opérés aux différentes étapes de la rédaction du quatrième chapitre, remaniements caractéristiques d'une entreprise visant à faire l'histoire du temps présent, avec donc bien sûr toutes les difficultés qu'elle implique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, pour cet exposé. Alors, l'exposé suivant qui va nous être proposé par Martin Georges, qui vient en voisin, pour ainsi dire, de Belgique, de l'Université de Liège, où il prépare une thèse sur la pensée socialiste autour du Parti ouvrier belge, dans les années 1885-1914 puisque après 1914, évidemment, Martin est membre de la GEM. Il va nous parler aujourd'hui d'un texte aussi parmi les plus connus du volume, à savoir l'histoire du christianisme primitif. Je te laisse la parole, Martin. Alors, merci beaucoup. Moi, tout d'abord, j'aimerais dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui à l'Université de Lille et je remercie en particulier Clément, je te remercie Clément Fradin pour cette invitation. Je remercie aussi Jean Quétier, évidemment, qui a aussi participé à l'organisation de cet événement. Je vais présenter un texte, brièvement un texte de Friedrich Engels, donc contribution, qui s'appelle généralement en français, Contribution à l'histoire du christianisme primitif. Et un peu la nouvelle traduction qui va paraître très prochainement. Donc, j'avoue que j'ai tout d'abord accueilli avec circonspection cet exercice de retraduction sur la contribution au christianisme primitif. En fait, le volume qui va paraître aux éditions sociales sur les écrits politiques
du dernier Engels contient des textes plus, à mon sens, plus étudiés, quand on s'intéresse à la politique socialiste et à cette période, plus étudiés, peut-être plus cruciaux en apparence euh, pour la pensée marxiste, comme le commentaire du programme d'Erfurt, qui a servi de modèle à de nombreux partis ouvriers et socialistes au tournant 1900. Cependant, on aurait tort, je crois, de sous-estimer l'importance de ce texte, donc qui est, comme tu en as parlé tout à l'heure, Jean Quétier, texte qui est paru dans le principal journal théorique socialiste de la social-démocratie allemande, Die Neue Zeit. Donc, de même, on aurait tort, donc, selon moi, de minimiser l'importance du christianisme pour le socialiste allemand. Avant de présenter le contenu, je vais d'abord avancer en quel sens la thématique de la religion est importante pour le mouvement ouvrier socialiste. Et en un deuxième temps, je présenterai brièvement le contenu du texte. Enfin, j'ouvrirai cette présentation par quelques difficultés rencontrées au niveau de la traduction. Donc, je vais pas être aussi technique et érudit que Jean Quétier pour cette présentation. En fait, au fond, c'est un texte que je maîtrise moins que les autres. Je suis moins spécialiste de ce texte. On a parlé de Bernstein tout à l'heure. On ne parlera pas de Bernstein, on ne parlera pas de tout ça. Mais il me semble que c'est important et je vais essayer de montrer en quel sens c'est important comme texte. Donc, que vous souhaitiez étudier aujourd'hui l'histoire du socialisme, ou bien que vous cherchiez à penser vous-même les moyens et les fins actuelles d'une société débarrassée du capitalisme, la thématique de la religion, selon moi, ne peut être sous-estimée. Tout d'abord, il y a un point historique. Au XIXe siècle, le siècle d'Engels, la religion constitue un fait central des sociétés européennes. Il n'est donc pas étonnant que ce soit à partir de celle-ci que la pensée et la pratique socialiste durent se positionner. Ainsi, le célèbre conte de Saint-Simon en France, qui est parmi les précurseurs de la pensée socialiste, considéré généralement comme un tenant du socialisme utopique, connu et reconnu par Marx et Engels, donna-t-il naissance au saint-simonisme, conçu comme une nouvelle église, ou pour reprendre les termes de 1825, un nouveau christianisme. En Allemagne, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est généralement dans les séminaires protestants que se forment les grands philosophes, pétris de théologie. Je pense notamment à Hegel, qui donnera naissance à plusieurs courants de pensée. C'est bien connu de ceux qui étudient cette période et l'histoire du marxisme. Mais donc, quelles que soient les affirmations et les conséquences tirées du système hégélien, la religion continue, comme vous le savez probablement, à occuper une place de choix dans la philosophie de Hegel. Ce qui est remarquable est que les différents courants qui naîtront de la pensée de Hegel, qui vont suivre Hegel, accorderont également une place importante, selon moi et selon bien d'autres, à la religion, que ce soit pour la critiquer, pour l'analyser, pour la louer ou pour la réduire à une simple production humaine parmi d'autres. Alors, dans cette cohorte des disciples et des descendants de Hegel, on trouve ceux que l'on nomme aujourd'hui les jeunes hégéliens, groupe dans lesquels Marx et Engels se retrouvent. En leur sein, et bien qu'ils constituent ce que l'on a aussi caractérisé comme la gauche de l'hégélianisme, donc ceux qui sont les moins conservateurs, les plus révolutionnaires, le grand thème dominant, comme je l'ai dit, c'est celui de la religion. On peut citer Feuerbach et son essence du christianisme, qui a eu un si grand succès. On peut citer aussi David Strauss, avec la vie de Jésus, ou Bruno Bauer, avec énormément de textes, notamment la critique de l'histoire de l'Apocalypse et la critique de l'histoire évangélique. Donc, si je voulais dresser rapidement un arbre généalogique de cette succession historico-philosophique du christianisme à Marx et Engels, je dirais ceci. Donc, christianisme, religion comme vérité divine. Et puis, on a la religion comme vérité non totalement développée, ou esprit non totalement conscient de lui-même. Ça, c'est chez Hegel. Ensuite, la religion comme vérité de l'homme, ou aliénation de l'homme, chez Feuerbach ou Max Stirner. Et puis enfin, le travail dans le mode de production capitaliste en tant qu'aliénation de l'homme, masqué, exprimé ou rendu supportable par la religion. Évidemment, brossé à grands traits. Marx et Engels s'inscrivent en tant que critiques des critiques de la religion. On reprend le célèbre titre Critique de la critique critique. Donc, ils s'inscrivent dans cette critique et dans la critique de la critique. Et c'est comme ça qu'ils vont passer le cap, se distancier et accorder rapidement une place relativement mineure à cette thématique dans leurs écrits pour favoriser davantage, on l'a dit aussi tout à l'heure,
comme vous le savez, la question économique, celle d'une société aussi vue comme un tout, dont les croyances et les religions ne sont qu'une composante ou une superstructure, on peut les caractériser de diverses manières. Il y a plein de débats à ce sujet. Alors, par ce petit excursus, vous comprenez donc que la religion est un sujet d'importance dans le cheminement intellectuel de Marx et d'Engels, sans parler de la situation familiale particulière, le contexte marqué d'une façon ou d'une autre par le sujet. En effet, Engels, né en 1820, si je ne m'abuse, a grandi dans un environnement familial protestant, très piétiste, très conservateur. Et pourtant, nous sommes loin de l'enfance de Engels, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, nous parlons du vieil Engels ou du dernier Engels. Et c'est bien donc un texte de maturité que celui que je présente. Alors, comme le savaient déjà Hegel et Engels, on ne peut revenir une deuxième fois sur un sujet quand on y est arrivé la première fois. Et donc, c'est ici un retour du vieil Engels, survivant du Printemps des peuples, survivant de la Première Internationale, vers un thème de jeunesse. Ce retour se réalise avec une nette évolution dans le traitement réservé à la religion, puisque ce n'est plus en philosophe ou en critique de la société qu'il va s'attacher à la religion, mais plutôt en historien politique. C'est comme ça que je perçois le texte, puisque ce texte, on va le voir maintenant, est au fond une réflexion politique et historique sur le socialisme comme mouvement concret. Pour entrer dans le vif du sujet, je commencerai par vous lire ma nouvelle traduction du premier paragraphe de ce texte, qui est suffisamment parlant. Donc je cite: l'histoire du christianisme primitif offre de remarquables points de contact avec le mouvement ouvrier moderne. Comme celui-ci, le christianisme était à l'origine un mouvement d'opprimés. Il apparut tout d'abord comme une religion d'esclaves et d'affranchis, de pauvres et sans droit, de peuples asservis ou dispersés par Rome. Tous deux, le christianisme comme le socialisme ouvrier, prêchent une délivrance à venir de la servitude et de la misère. Le christianisme place la délivrance en une vie future, après la mort, dans le ciel. Le socialisme la place en ce monde, dans une transformation de la société. Tous deux sont poursuivis et traqués, leurs adhérents proscrits, placés sous des lois d'exception. Les uns comme ennemis du genre humain, les autres comme ennemis en allemand c'est du Reich, ça a été traduit parfois par du gouvernement, je dirais comme ennemis de l'Empire allemand pour contextualiser. Enfin, je ferme la parenthèse, je recite. Ennemis de l'Empire allemand, ennemis de la religion, de la famille, de l'ordre social. Et malgré toutes les persécutions, voire même en étant directement encouragés par celles-ci, ils poursuivent chacun victorieusement leur chemin, inexorablement. 300 ans après sa naissance, le christianisme est reconnu comme religion d'État de l'Empire romain. Et en presque 60 ans, le socialisme a conquis une place qui lui offre la victoire avec une certitude absolue. Fin de la citation. Alors, cette comparaison, elle va se prolonger sur de nombreuses pages et elle me semble particulièrement intéressante. Alors, pourquoi? On va en parler pendant 10 ans, on va en parler pendant 5 minutes. Tout d'abord parce que Engels réhabilite, selon moi, revalorise un véritable mouvement social de l'Antiquité, que nous pourrions nommer de façon anachronique le mouvement primitif chrétien. Alors, je précise directement le caractère anachronique de cette appellation, ce qui me permet de souligner en même temps la deuxième chose frappante dans ce texte. Il est moins quand on connaît le personnage d'Engels, cet érudit, ce polymathe qui s'est passionné pour tant de sujets et a tenté dans certains ouvrages la présentation d'une compréhension matérialiste générale du monde, en tenant compte des différentes sciences de son temps. Donc, anachronisme de l'appellation christianisme primitif, qui est d'ailleurs une appellation quelque peu fautive aussi en allemand avec Urchristentum. Je n'ai pas de traduction pour ça. Ur, c'est originel. Il n'y a pas vraiment de christianisme primitif. Et donc, Engels nous dit que quelque chose qu'on continue à ignorer aujourd'hui au sujet du christianisme primitif, entre guillemets, dans le grand public en tout cas, et qui est un fait établi de longue date chez les spécialistes, chez les historiens du christianisme, savoir que Jésus était juif, que ses compagnons étaient juifs, que l'ensemble du monde dans lequel ils évoluent était juif, tout autant que leurs croyances étaient des croyances juives de cette époque. Et qu'au fond, donc, les considérer comme chrétiens,
est considéré comme partageant les croyances des premiers empereurs romains christianisés, sans parler de l'actuel pape François, c'est commettre en ce sens un grand anachronisme et ne pas comprendre, selon Engels, vous pouvez le lire dans le texte, l'état d'esprit de ces juifs, de ces premiers juifs qu'on va considérer par la suite comme chrétiens. Je me permets de le mentionner parce que j'ai l'impression que ça reste méconnu aujourd'hui, cette dimension. Un autre point d'intérêt qui, je l'espère, vous donnera envie de plonger dans cet ouvrage à paraître aux éditions sociales et qui s'annonce passionnant, c'est la mise en regard de textes contemporains d'Engels. Cette mise en regard de textes écrits par Engels sur une même période de sa vie, qui permet de prendre conscience de la montée en puissance, on l'a dit aussi tout à l'heure, du mouvement ouvrier socialiste à cette époque. Donc ce texte rentre en résonance, quand vous aurez le volume dans les mains de traduction, le texte Contribution à l'histoire du christianisme primitif rentre en résonance avec les autres textes, dont plusieurs inédits, notamment des discours lors de grands congrès qui se tiennent à cette époque. Donc on est en 1893-1894, et c'est vraiment une période de montée en puissance des partis ouvriers, principalement en Europe, des partis ouvriers socialistes. Et si on fait l'exercice, c'est juste une comparaison. Si on imagine Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel ou n'importe quelle autre figure plus ou moins socialiste ou communiste, s'ils vous disaient qu'ils sont les successeurs de l'Empire chrétien ou qu'ils ont à leur tête la succession du mouvement, enfin un mouvement qui serait la succession de l'Empire chrétien, ça paraîtrait probablement ridicule. C'est pourtant ce que fait ici Engels avec beaucoup d'aplomb. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'en fait, il observe ces masses ouvrières qui prennent conscience d'elles-mêmes et de leur puissance et qui s'organisent. Et il faut vraiment, pour moi, c'est un élément historique, mais il faut vraiment avoir conscience de l'impression que même au milieu du XXe siècle, c'était encore le cas quand on voyait la sortie de certaines usines, l'impression qu'on pouvait avoir face à ces masses organisées. Et l'idée que la victoire était devant nous et qu'elle était à portée de main. Donc, contre une lecture libérale de la religion qui tendrait à considérer celle-ci comme une croyance personnelle seulement, en minimisant ce qui est en fait l'essentiel, son caractère social, organisé, collectif, Engels rapproche bien le christianisme et le socialisme. Ce rapprochement est troublant. On sait les critiques qui furent émises au sujet du mouvement socialiste, communiste, comme d'une nouvelle religion, en entendant dénigrer par là le manque de rationalité qui caractériserait ces mouvements politiques. Mais Engels, en ce sens, renverse l'argument en nous disant, suivant par là cette grande tradition allemande, présente notamment dans l'idéalisme absolu de Hegel, que la religion est prise de conscience de soi-même, mais n'ayant pas encore atteint son plein développement, sa pleine intellection. Engels nous dit, oui, nous sommes, en un sens, les descendants du christianisme, car le christianisme, comme vous l'avez entendu, traduit la servitude et les aspirations des populations en une langue et des pratiques qui étaient les plus abouties à un moment donné de l'histoire. Mais en raison du stade de développement du mode de production capitaliste et des sciences, Engels considère qu'à présent, ils ont atteint une forme de compréhension de la réalité plus avancée, et ce que les êtres humains placèrent dans l'au-delà, eh bien, il s'agit maintenant de le réaliser ici, pour de vrai, ici et maintenant, sur cette terre. Autre point d'intérêt, la manière dont Engels commente le développement du christianisme primitif et ses difficultés notamment matérielles, en renvoyant à celles vécues au sein de la Première Internationale, la Première Internationale, celle de Marx, notamment Bakounine et bien d'autres. Alors, je ne peux vous manquer de lire un deuxième passage que je trouve très beau sur ce rapprochement. Je cite, « J'aimerais voir le vieil internationaliste qui puisse lire, par exemple, ce que l'on présente comme la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, sans qu'au moins à un certain niveau, de vieilles blessures ne se rouvrent chez lui. L'ensemble de la lettre, à partir du 8e chapitre, fait écho à l'éternelle lamentation. Hélas si connue, les cotisations ne rentrent pas. Combien de propagandistes les plus zélés des années 60, 1860, auraient serré la main de l'auteur de cette lettre, quel qu'il soit, avec sympathie, et lui auraient chuchoté « Pour toi aussi, il en alla ainsi ». Fin de citation.
Alors là, on retrouve un thème d'ailleurs qui a été traité récemment, il y a quelques années, par Nicolas Delalande, sur l'importance de l'argent dans la Première Internationale et de ces caisses de solidarité, ces caisses qui permettent de financer le mouvement. Et voilà, là, on voit le rapprochement, un rapprochement assez net et passionnant parce que Engels est observateur direct, il y était. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long. Je mentionnerai simplement deux difficultés de la traduction, qui reste de toute façon un exercice extrêmement difficile. Alors, premièrement, c'est le vocabulaire employé et les références, puisque Engels mentionne des passages de la Bible comme si ces passages étaient connus et allaient de soi pour le lectorat, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le manque de culture historique, favorisé à mon sens par l'idéologie contemporaine qui n'a aucun intérêt à ce que nous soyons vraiment cultivés, touche à la fois l'histoire du christianisme et l'histoire du mouvement ouvrier. La GEM est aussi là pour apporter cette richesse immense de la pensée de Marx et Engels, qui est un des pivots, une des grandes références de l'histoire du mouvement ouvrier, du socialisme, du communisme et des luttes internationales. Donc, c'est une question, comment est-ce qu'on fait passer des choses qui étaient évidentes à l'époque? Est-ce qu'on doit rajouter des appels de notes? Est-ce qu'on doit, on pourra peut-être en parler tout à l'heure entre traducteurs. Et une autre difficulté qui est liée à la première, c'est le dilemme, qui est particulièrement fréquent dans ce genre d'exercice, et en particulier ici. Quel vocabulaire choisir en français pour évoquer les nombreux passages de la Bible auxquels Engels fait référence, en les comparant à l'histoire du mouvement ouvrier? Faut-il se référer à la traduction contemporaine la plus œcuménique de la Bible en français, c'est-à-dire la TOB, TOB? Faut-il partir d'un vocabulaire du XIXe siècle, d'une traduction protestante de la Bible, comme la célèbre traduction du théologien suisse Louis II, qui collerait peut-être plus à l'esprit, tous les sens du terme peut-être? Ou bien nous choisissons de coller à l'allemand d'Engels, peut-être le plus proche de son vocabulaire, en laissant de côté les traductions linguistiques francophones, qui sont de toute façon multiples. Une question à laquelle je n'ai pas de réponse simple. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est une sorte de mélange de différentes approches, mais je me réjouis d'avoir aussi le retour des autres traducteurs sur ce point et que cette traduction soit la plus aboutie possible. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Martin, pour ce deuxième exposé.